Et donc vous avez bien expliqué la signification des JO pour les pays hôtes. Et Elsa, économiquement parlant, quel impact pour les pays hôtes et ainsi des participants? Est-ce qu'ils vont bénéficier des retombées des JO après? Oui, bien sûr. Et puis pour compléter ce que disait Nicolas, en Mm. fait, pour ce qui concerne l'industrie textile de chinoise pour les équipements de sport, en fait, il y a des équipementiers chinois qui ont habillé des délégations étrangères, hein, pour ces Jeux Olympiques. J'ai vu des pays avec des petits logos de Hantasport, par exemple, qui est un équipementier chinois. Donc il y avait des pays comme la Hongrie, comme le Canada, qui ont porté des Mm. vêtements, qui ont porté des vêtements chinois. Donc ça montre bien le développement fulgurant de toute une industrie qui va avec. Alors pour en revenir à votre question sur les pays hôtes, alors ça peut être à double tranchant. Attention, je voudrais un petit peu tempérer ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que ça peut être une prise de risque aussi, hein, pour les pays. Justement, on parlait des Jeux d'Albertville de 92 tout à l'heure. La municipalité s'est gravement endettée après les Jeux qui ont coûté plus cher que ce qu'ils ont rapporté. Donc ça peut être vraiment à double tranchant. Il y a des jeux qui ont coûté extrêmement cher, par exemple ceux de Sochi, qui ont été les jeux les plus chers de l'histoire de l'humanité, hein, qui ont coûté 50 milliards de dollars, alors qu'il y a des éditions, par exemple, de Nagano au Japon il y a quelques années, qui ne coûtaient que 12 millions, enfin, qui ne coûtaient que 12 milliards de dollars. Là, 50 milliards pour Sochi, c'est absolument énorme. Je ne sais pas combien ont coûté exactement les Jeux de Pékin 2022, comme ils étaient entre guillemets plus verts que ce qui a été fait précédemment. Je pense que le coût a été beaucoup mieux amorti. Mais donc quand des jeux coûtent aussi cher, c'est-à-dire que par exemple même pour le passage de la torche olympique, pour dire juste un chiffre, le passage de la torche olympique pour les Jeux de 2024, donc à Paris, une région doit débourser 150 000 euros pour accueillir le passage de la torche. Pour vous dire un peu combien ça peut coûter d'un point de vue local ou au prix pour les municipalités, en fait, c'est vraiment un coût énorme. Donc les Jeux Olympiques, c'est aussi des jeux qui coûtent très cher et qu'il faut amortir d'une part avec la publicité. Donc ça, je pense que c'est assez bien amorti puisque, par exemple, France Télévisions a alloué des espaces publicitaires entre chaque passage télévisuel, hein. Il y a toujours des pauses publicités là qui sont monnayées à prix d'or. Donc ça, je pense que c'est bien amorti à ce niveau-là. Mais oui, comme je disais, en fait, pour les villes hautes, ça peut être à double tranchant. Alors, je pense que Pékin s'en est bien sorti parce qu'ils ont sorti le grand jeu au niveau environnemental. Je pense que cela leur a coûté moins cher que des éditions précédentes. Et puis oui, effectivement, mais après, par rapport à ça, ça va créer une industrie tellement énorme au niveau des Jeux Olympiques, enfin, des jeux d'hiver, enfin des sports d'hiver, est-ce que je vais y arriver, pardon, des sports d'hiver en Chine, effectivement, comme Nicolas a dit, ça va créer toute une industrie après, et tout ce qui va avec, il va y avoir de plus en plus de complexes hôteliers, toute l'industrie qui va avec, l'industrie des skis, des vêtements de sport d'hiver, etc. Donc forcément, en fait, il faut voir ça sur plusieurs années, mais je pense que c'est des jeux qui vont bien bénéficier à la Chine. Et Luc Alphand, qui est notre légende du ski français, qui disait tout à l'heure, parce je regardais l'épreuve de slalom en duo, et il disait que la qualité des pistes créées pendant les Jeux Olympiques est tellement bonne qu'il avait en fait, il pense que c'était les meilleures pistes de ski qu'il ait jamais vues. Et donc il est sûr et certain que la Chine va en profiter, sur le long terme, et qu'à long terme, il y aura de plus en plus de belles pistes de ski et que ça deviendra sans doute une destination touristique de ski incontournable dans les prochaines années. Et Je vais Nicolas? ajouter quelque chose. Mm. Je vais ajouter quelque chose. Je pense que pour évaluer, déjà, premièrement, pour parler de Géo de Pékin, j'ai vu un chiffre, je ne sais pas exactement, moins que 1,3 milliard d'euros, de dollars. Donc c'est un quart du budget de Géo d'hiver de Pyongyang de la dernière fois, parce qu'on a réutilisé beaucoup de stades. Si on a le temps, on détaillera plus tard. Deuxièmement, je pense que Elsa a raison, il faut mesurer l'impact économique des géos sur long terme, sur moyen et long terme. Par exemple, tout simplement, sans faire des géos, je ne sais pas combien de combien de personnes dans le monde va savoir qu'il y a une ville qui s'appelle Zhangjiakou dans le monde. Je ne savais pas l'existence de Barcelone, je ne savais pas l'existence de Sochi avant les géos. Quel est le prix de communication de parler d'une ville au monde entier? Ça à mesurer aussi, hein.
Donc économiquement, il faut penser à maintenir la balance aussi. Oui, alors je reviens un peu sur ce qui a été dit avant, notamment ce que disait Elsa. Mais c'est vrai que ça dépend du pays hôte en fait, et ça dépend de combien ils ont investi pour faire les JO. C'est vrai que les JO ils coûtent extrêmement cher, donc c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de villes qui veulent les organiser. Hein. On a vu pour ces JO, il restait que le Kazakhstan et la Chine pour accepter, d'organiser ces Jeux d'hiver, parce que les autres se sont dit, bah, non, c'est trop cher, la Norvège c'était désisté. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un peu la perspective n'est pas la même. C'est vrai qu'à Albertville, d'accord, mais on est en France. Les sports d'hiver, ils sont déjà très populaires. C'est pas comme si les JO allaient changer la donne et d'un coup tout le monde allait se mettre à faire des sports d'hiver. Donc évidemment, l'impact est beaucoup moins grand dans dans des pays qui ont déjà cette tradition du sport d'hiver par rapport à la Chine qui, elle, même si elle connaissait un petit peu avec certains athlètes qui avaient participé aux JO, les JO d'hiver précédents, là maintenant, une fois que c'est chez elle, et c'est une sorte d'engouement pour les sports d'hiver, donc ça peut, voilà, ça peut, pour le long terme, ça va donner un élan énorme. Donc là, au niveau économique et financier, et sachant également qu'évidemment, il y a beaucoup de sites qui ont été réutilisés, et ça aussi, ça fait partie de l'amortissement des coûts. Donc là, je trouve que pour les JO de Beijing, là, ils ont on va dire que c'est plutôt positif, même très positif, par rapport à certaines villes qui ont organisé les JO précédemment. Donc, ça, ce qu'on a parlé de l'aspect économique, mais l'aspect culturel. Est-ce que vous pensez que aussi les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing ont aussi une grande vitrine pour présenter la culture chinoise au monde? Bah oui, qui connaissait Zhang Jiako avant? Donc peut-être que Liron va en parler. Monsieur Liroy. Je pensais surtout la grande réussite, les grandes stars parmi la culture chinoise cette fois-ci, c'est la cuisine chinoise. On voit dans les réseaux sociaux, Compo Jiding, qu'on voit des plats, voilà, comme ça défiler sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, Facebook. Les athlètes montrent ce qu'ils mangent en Chine et comment ils mangent bien. Je me souviens, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 700 plats qu'on propose quotidiennement aux athlètes. Donc ils disent que c'est même devient leur hobby, leur loisir de rester au restaurant, de goûter un peu tout ce qui peut exister dans la cuisine chinoise. En plus, on montre aussi le côté hospitalité. C'est-à-dire il n'y a pas que la cuisine chinoise qui est proposée, il y a aussi la cuisine américaine, la cuisine asiatique des autres pays, cuisine du monde entier. Donc on montre aussi le sourire en fait des bénévoles. Je me souviens aussi une athlète américaine qui en fait pleure devant l'écran parce que c'est tellement ému pour elle que les jeunes bénévoles chinois lui disent Welcome to China pendant l'ouverture, et chaque fois elle évoque ça et dit qu'elle pleure. C'est tellement touchant, c'est tellement humain, et donc on fait pleurer les gens. Voilà, c'est une fête qu'on peut pas, ça fin quoi. Et Elsa, est-ce que pour vous, la culture chinoise a été transmise en France, en Europe, à travers ces Jeux d'hiver? Oui, mais en fait, juste pour tempérer un petit peu ça, c'est-à-dire que l'unique drame en fait de ces Jeux Olympiques, et c'est malheureusement c'est de la faute de personne, c'est de la faute de la maladie, c'est que les touristes n'ont pas pu venir en Chine pour ces Jeux Olympiques, et ça je trouve ça terrible pour les Chinois parce qu'ils ont évidemment pas pu bénéficier de la manne. Voilà, ils ont organisé des jeux magnifiques avec plein de sensations, d'émotions, avec des athlètes géniaux qui étaient en pleine forme, qui ont véhiculé de la bonne humeur, de la joie, qui ont justement fait partager, justement, comme disait Lirwan, des bons plats chinois, qui les ont pris en photo, qui les ont mis sur les réseaux sociaux, et il n'y avait pas un seul touriste étranger. Ni dans les stades, ni ailleurs, puisque personne ne pouvait y voyager, évidemment, et c'était de toute façon impossible. De toute façon, ça n'avait pas été possible à Tokyo, donc ça n'aurait pas été possible non plus pour la Chine. Mais je trouve ça horriblement dommage, parce que, bon, Dieu merci, justement, les réseaux sociaux et Internet existent, et la télévision aussi, donc il y a quand même eu
des petits moments comme ça de partage de la culture. Et puis il y a toujours ces magnifiques images de la Grande Muraille sous la neige. Et puis il y a eu le relais de la torche olympique aussi qui nous a fait passer par des endroits touristiques magnifiques. Et oui, heureusement qu'il y a encore des belles images comme ça. Mais c'est vrai que j'ai un petit pincement au cœur parce que quand même, les Chinois, ils attendaient ça depuis tellement longtemps, ils avaient tellement à donner que malheureusement les touristes n'étaient pas là. Mais bon, j'espère qu'il y aura d'autres événements d'envergure mondiale comme ça, que la Chine pourra de nouveau offrir au monde et que cette fois-ci les touristes seront toujours présents. Et pour répondre à votre question, oui, la façon de la culture chinoise, elle est toujours présente en Europe, ne serait-ce que par le biais évidemment des restaurants, de la gastronomie, et puis dans plein d'autres aspects, par la littérature, par ce genre de choses, par le cinéma. Mais là, c'est vrai qu'il manquait quelque chose. C'est un petit peu mon grand regret, et le manque de gens dans les stades, le manque d'ambiance parfois, c'est un peu regrettable. Comme je disais, c'est de la faute de personne malheureusement, mais c'est vrai que ça me fait un peu du mal au cœur pour tous les bénévoles qui se sont donné du mal, pour les athlètes qui ont performé devant parfois peu de monde, qui auraient peut-être voulu avoir un peu d'être galvanisés comme ça par la foule, ça leur aurait peut-être fait du bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, c'était beau à regarder à la télévision. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Et donc Nicolas... en même temps, je pense que, j'ajoute quelque chose, je pense que de toute façon, l'épidémie, la pandémie va passer. Et puis les restaurants, le canard laqué restent toujours à Pékin. On peut y aller tout au long de l'année, il n'y a pas de souci. En plus, l'hospitalité chinoise est 365 sur 365. On peut aller tout moment pour sentir l'hospitalité à la chinoise. Oui, moi je pense que de toute façon c'est une page qui va être tournée pour le problème de ce manque de public et de gens qui sont venus, les spectateurs qui sont pu venir dans le pays. Il y aura d'autres événements internationaux. La Chine a montré elle était capable d'organiser à la fois des jeux d'été splendides, des jeux d'hiver splendides. Elle organisera d'autres événements internationaux qui vont attirer encore plus de monde. Et de toute façon, c'est une image qu'elle projette avec les télévisions et les médias sociaux. Et puis la cérémonie d'ouverture, de clôture. Donc ça, c'est avec plein d'éléments culturels chinois. Et donc, de toute façon, ça fait partie de ce grand mouvement de répandre un peu la culture chinoise à travers le monde. Et je pense que c'est bien reçu de la plupart des pays.